Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le son fonctionne désormais? Je fais des tentatives pour utiliser cette nouvelle plateforme pour moi. Je ne sais pas si cela fonctionne. Ah, super, merci Xenia. Merci Evgenia. J'espère que vous allez toutes bien. J'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. J'ai parcouru la liste, vous êtes un nombre impressionnant, 60 personnes connectées dès à présent. Je suis très très touchée d'être avec vous ce matin, surtout dans les conditions actuelles, puisque voilà, je ne sais pas quand j'aurai la chance de vous retrouver pour de vrai. Et heureusement qu'il y a ces moyens qui nous permettent de rester un tout petit peu en contact. En tout cas, voilà, je suis très très heureuse d'être avec vous. Je salue. J'ai commencé à essayer de saluer personnellement les personnes que je connais, mais en fait, il y en a tellement que je n'ai pas réussi à saluer chacune d'entre vous personnellement. Donc voilà, je le fais collectivement. Bonjour Sophia. Moi aussi, je suis très très heureuse d'être avec vous. Je regrette de ne pas pouvoir vous voir. Bon, j'imagine que c'est un peu compliqué d'avoir 60 petites photos à l'écran, mais j'aurais bien aimé. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très prochainement dès que la situation sanitaire sera un tout petit peu apaisée. Voilà, j'ai cru comprendre que la Russie, comme la France actuellement, vivait des moments un petit peu difficiles sur ce plan. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et vos élèves et que vous pouvez travailler dans des conditions à peu près normales. Voilà, le masque est devenu le nouveau gadget de tous les enseignants du monde. C'est assez étrange, mais bon, je sais que vous le faites aussi et j'espère que cela se passe le mieux possible. Donc j'ai la chance de pouvoir vous parler ce matin grâce à Prasvещение qui nous donc a organisé ce séminaire, ce webinaire. Bonjour Jana. Euh, bonjour Evgenia. C'est donc voilà une expérience un tout petit peu nouvelle pour moi. J'espère que cela va bien se passer. N'hésitez pas à intervenir. Alors j'ai l'impression que vous pouvez intervenir par le chat. Là, tout le monde y arrive. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, mais cela me fera évidemment très plaisir si l'une ou l'autre d'entre vous souhaite apporter quelque chose à un moment ou à un autre. Bonjour Anastasia. Bonjour à toutes. Nous allons donc commencer ce webinaire consacré à l'enseignement de la littérature en français selon une perspective bilingue. Et c'est donc pour moi l'occasion de vous annoncer la parution du premier volume de notre série de manuels consacrés à l'enseignement des disciplines non linguistiques dans les sections bilingues de Russie. Donc le premier manuel est paru, vous ne l'avez pas encore, mais cela ne saurait tarder. En tout cas, c'est ce que l'on m'a annoncé. Il s'agit donc d'une littérature pour le premier niveau, à savoir la 8e classe dans la plupart des cas. Je profite de cette occasion pour féliciter et remercier très chaleureusement l'ensemble des auteurs et autrices de ce manuel, puisque j'ai pu voir en parcourant la liste des personnes connectées que la plupart, peut-être tous d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont avec nous ce matin. Donc voilà, félicitations à tous les auteurs, à toutes les autrices. Un grand merci pour ce travail de longue haleine, ce travail collectif que nous avons mené pendant ces dernières années. Voilà, on espère qu'on pourra voir le prochain volume un tout petit peu plus vite que celui-ci. Donc Evgenia me dit que vous ne pouvez pas parler. Donc bon, bah c'est dommage, je ne vous verrai pas, je ne vous entendrai pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir dans le chat et je me propose de tout simplement lire vos questions si vous en avez et j'y répondrai évidemment dans la foulée. J'espère que je ne vais pas être dans un monologue pendant 1 heure, ce serait un tout petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à intervenir. J'ai préparé cette communication en pensant que tout le monde peut-être ne saurait pas ce qu'est l'enseignement bilingue. Alors, pardonnez-moi pour celles et ceux qui sont parfaitement informés. Je vais quand même reprendre quelques petits éléments
généraux sur ce qu'est l'enseignement bilingue et puis vous expliquer un tout petit peu, donc au nom du collectif d'auteurs, encore une fois, je suis loin d'être la seule à avoir travaillé sur ce projet, les quelques principes que nous nous sommes donnés en préparant ce manuel. Je crois que certains collègues n'ont pas de son. J'espère que ça n'est pas coupé, que je ne suis pas toute seule. Elena et Ludmila n'ont pas de son. Est-ce que vous avez bien activé votre son personnel? Bon, je poursuis en espérant que vous m'entendez. Et il faut que j'arrive à déplacer. Non, hop, comme, voilà. Ah, là, attendez, ça y est, j'y suis. Donc peut-être donc vous apercevez la couverture de notre manuel. Quelques rappels donc sur l'enseignement bilingue tel que nous le pratiquons en Russie. Pour celles ou ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore ce type d'enseignement. Quand on parle d'enseignement bilingue, en tout cas dans notre contexte franco-russe, il n'y a pas spécifiquement d'enfants bilingues, c'est-à-dire d'enfants qui auraient le français et le russe comme langue natale, comme vous dites, comme langue maternelle ou paternelle. On parle bien donc des élèves qui ont une langue maternelle et qui en apprennent une seconde. Pourquoi parler d'enseignement bilingue plutôt que d'enseignement d'une langue étrangère? Eh bien parce que il y a un certain nombre de caractéristiques qui différencient l'enseignement bilingue de l'enseignement de la langue étrangère tel qu'il se pratique de manière traditionnelle. Quand on parle d'enseignement bilingue, eh bien on parle bien d'enseignement s'effectue en deux langues, les deux langues étant mises en dialogue de manière à créer des passerelles pour que les enfants ne cloisonnent pas leur langue maternelle, dans laquelle s'effectue l'essentiel des enseignements, et puis le cours en langue étrangère où on passe un peu dans une autre dimension. Hein. On a des élèves qui changent même parfois d'attitude quand ils basculent dans le cours de langue étrangère. L'idée de l'enseignement bilingue, c'est de faire en sorte que progressivement, les deux langues, la langue maternelle et la langue étrangère, deviennent des langues d'enseignement. Ce qui change également, c'est que donc cette seconde langue, cette langue 2 ou cette langue étrangère, n'est plus seulement l'objet de l'enseignement, ce qu'on enseigne, ce qu'on apprend, mais aussi le moyen par lequel s'effectuent d'autres enseignements. Et c'est là où on utilise donc le concept de discipline non linguistique. Alors, l'expression est un peu étrange, évidemment, puisque il s'agit bien de disciplines qui s'effectuent dans la langue, mais on parle de discipline linguistique parce qu'on va utiliser la langue française pour apprendre d'autres choses que le français. Dans les sections bilingues de Russie, on enseigne essentiellement la littérature, l'histoire, la géographie et les sciences économiques et sociales en français. Ce qui est important et que je voulais rappeler ici, c'est que le choix qui a été fait, alors vous avez dans le monde un différent type d'enseignement bilingue qui table sur des niveaux parfois un peu différents de maîtrise de la langue, mais dans notre cas, pour la Russie, nous avons choisi de ne pas en faire un dispositif réservé aux élèves qui auraient d'emblée, pour des raisons souvent familiales, une excellente maîtrise de la langue française. Nous essayons de faire en sorte que les élèves, dès l'obtention d'un niveau A2, soient capables de participer à ce dispositif. Alors évidemment, il faut une certaine motivation, mais néanmoins, les enseignants donc, tiennent compte de ce niveau linguistique lorsqu'ils conduisent des enseignements donc, de la langue française. Alors, vous recevez un petit message technique qui vous invite, notamment pour les bonjour Iréna, qui vous invite à recharger votre navigateur si vous avez des problèmes de son. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ce message et je poursuis en espérant que celles d'entre vous qui n'ont pas actuellement accès au son pourront bientôt l'avoir.
Donc je n'insiste pas davantage sur ces éléments, puisque bon, beaucoup d'entre vous sont tout à fait dans ce domaine et pourraient intervenir. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, donc, c'est un exemple, hein, c'est l'exemple de la littérature, en langue française. Vous voyez que le titre du manuel que nous avons retenu, Lire la littérature en français, tente de bien montrer la différence entre l'enseignement de la littérature française, qu'il se pratique très souvent dans le cadre du cours de langue française, mais de faire de la littérature un objet que, enfin, séparé des langues que nous allons essayer de construire avec les élèves dans la langue française. Pour ce qui est de la couverture, nous avons choisi une illustration alors qui est importante. Il s'agit d'une illustration réalisée par Marc Chagall pour Le Loup et l'Agneau, de manière justement à mettre en valeur ce dialogue culturel entre les cultures françaises et russes. C'est l'un des angles, j'y viendrai, important pour nous, à savoir que les élèves soient confrontés, soient la conscience de. Je vais donc détailler quelques-uns des principes. Je me fais un plaisir de les lire. Et ce sera pour moi l'occasion de vous présenter aussi les premières pages de ce manuel, ainsi que la première séquence, donc le premier chapitre de notre manuel. Et je vais essayer évidemment de découvrir ensuite les autres. Le premier principe, donc, qui correspond bien à ce qu'on appelle l'enseignement bilingue, c'est qu'il s'agit pour nous de transmettre aux élèves des savoirs sur la littérature, des savoirs littéraires et non principalement linguistiques. Alors, bien évidemment, dans le cadre du cours, des éléments linguistiques sont abordés, mais nous avons conçu cette heure hebdomadaire, ce cours hebdomadaire, comme un espace spécifique où la question linguistique passe au second plan. Le cœur de la leçon, c'est bien de construire des savoirs de type littéraire. Quels sont-ils, ces savoirs? Évidemment, ils sont divers. Le premier, le plus ancien, celui qui est traditionnellement enseigné en France et en Russie. Nous avons de ce point de vue, contrairement aux Américains, une très longue tradition en histoire littéraire et c'est évidemment l'une des perspectives que nous avons retenues pour ce manuel. Donc, l'histoire littéraire qui est qu'on appelle la philologie également, hein, qui est la perspective dominante d'études de la littérature en France jusqu'aux années 60-70 et qui, à bien des égards, est encore une dimension très importante en Russie, fait l'objet donc d'un enseignement spécifique, non exclusif, mais spécifique, et nous l'avons conçu sur les 4 années d'enseignement. La première année donc consacrée plutôt au Moyen-Âge et à la Renaissance, la deuxième année plutôt à l'âge classique, la troisième année qui correspond à la 10e classe au 19e siècle, ce qui correspond également à l'enseignement de la littérature en langue russe, et la dernière année, la 4e année, au 20e et 21e siècle. Donc c'est globalement, vous voyez, et vous apercevez sur le sommaire que la séquence 1 permettra d'aborder l'humanisme de la Renaissance, que la séquence 2 sera l'occasion d'aborder la comédie ménage, ou le comique plus ou moins, plutôt, pardon. La séquence 3 est l'occasion de travailler sur des contes et des fables. La séquence 4 donc n'appartient pas à cette histoire littéraire. Elle revient à la séquence 5 puisque nous abordons les héros du Moyen-Âge et également à la séquence 6 puisqu'à travers une séquence sur la poésie lyrique, nous découvrons un certain nombre de poèmes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, le Moyen-Âge et la Renaissance sont abordés non pas chronologiquement, hein, puisqu'on commence d'ailleurs dans la séquence 1 par la Renaissance, mais constamment, en fait, hein, nous allons, au cours de l'année, construire des savoirs sur cette histoire littéraire. J'ai indiqué donc une dimension importante à conjuguer au présent, puisque systématiquement, nous essaierons de montrer les liens
entre cette histoire qui est assez éloignée des élèves, hein, le Moyen-Âge et la Renaissance, on commence par la période la plus ancienne, d'essayer de montrer l'importance que ces périodes peuvent encore avoir dans notre culture contemporaine. C'est la raison pour laquelle nous aborderons le Moyen-Âge à travers des héros, Roland, Tristan ou Lancelot, parce qu'ils sont encore très présents dans la culture, y compris la culture populaire contemporaine. À côté de cette histoire littéraire, nous avons évidemment, dans le cadre de littérature bilingue, introduit des notions de géographie. C'est-à-dire que nous allons essayer de situer les auteurs, les œuvres géographiques précis. On n'écrit pas tout à fait de la même manière en France et en Russie à la même époque. D'essayer donc de leur montrer comment cette littérature, elle se développe dans un contexte géographique particulier, mais aussi d'accéder à une géographie qui soit de nature européenne, puisque à travers la France et la Russie, on aborde finalement l'ensemble des grands développements de la littérature à l'échelle de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous citerons aussi des auteurs appartenant à d'autres langues, d'autres cultures, notamment l'Allemagne, puisque, vous le savez, très souvent, des relations secondes s'établissent entre la France et la Russie par le biais allemands qui font que ce qui sont à l'époque du romantisme, qui sont les sources communes entre la France et la Russie et qui créent cet espace littéraire. À côté de l'histoire et de la géographie de la littérature, bien, nous avons également accordé une place très importante à une autre notion structurante. Là aussi, hein, en France et en Russie, on aborde très souvent l'enseignement de la littérature à travers cette notion de genre qui est absolument fondamentale pour construire des savoirs sur les formes, mais aussi les fonctions que prennent les textes littéraires. Et vous voyez donc que c'est l'une des autres entrées, hein, puisque dans la séquence 2, on aborde dans la séquence 3, plus précisément les contes et les fables. Dans la séquence 4, le roman d'aventure. Dans la séquence 5, les romans médiévaux et l'épopée médiévale à travers la chanson de Roland, bien sûr. Et puis dans la séquence 6, la poésie lyrique. Donc ces entrées génériques, ces entrées par le genre sont également très importantes pour construire ces notions. Et puis, dernier aspect, essayons aussi de travailler sur finalement ce qui fait qu'un texte est littéraire. Et c'est la raison pour laquelle nous confrontons parfois des textes littéraires et non littéraires, ou bien des textes littéraires à d'autres formes artistiques, la chanson, la peinture, le dessin, pour la gravure, pour essayer de montrer comment les particularités de l'art littéraire comme art du langage. Donc vous voyez que à travers ce sommaire, hein, nous avons un certain nombre de séquences autour d'objets d'études spécifiques. Et puis, nous avons ajouté à la fin une partie que nous appelons les principales notions du programme, qui reprennent en fait les éléments construits au fur et à mesure. En effet, donc nous allons parler du Moyen-Âge et de la Renaissance à plusieurs moments de l'année, et non pas une seule fois. Mais à la fin du manuel, nous allons rassembler tous les éléments, tout ce que nous aurons appris sur cette période. Voici donc les grandes notions, hein, enfin les grands principes pour ce qui est de la construction, l'élaboration avec les élèves d'enseignement de type littéraire. Donc pour vous montrer la place de l'histoire littéraire, nous avons aussi ajouté une chronologie, vous voyez, vous la trouvez ici, bilingue évidemment, hein, tous les titres et les auteurs, parce que c'est aussi une des questions des élèves, hein, comment on écrit Rabelais en russe. Parfois, ils l'ont rencontré dans le cours de français et ils ne savent absolument pas comment le transcrire. Donc, nous avons fait ce petit travail. Tableau synthétique, parce que de fait, nous n'allons pas du tout, et c'est peut-être une particularité de l'enseignement de la littérature en section bilingue par rapport au cours de littérature en russe, nous n'allons pas suivre l'ordre chronologique, aborder ces questions, puisque c'est plutôt des problématiques ou des thématiques qui vont faire l'unité finalement de chacune des séquences et croiser, à faire dialoguer, hein, un peu sur le modèle des relations intertextuelles que nous allons être amenés à faire dialoguer ces différents textes dans les séquences. Mais les élèves peuvent se reporter à ce glossaire pour évidemment progressivement parvenir à situer les auteurs dans le temps.
Second principe que nous avons retenu, c'est évidemment la question de la place des deux langues. S'il s'agit d'un enseignement bilingue, c'est bien parce qu'il s'effectue dans les deux langues. Alors, évidemment, hein, la plupart de l'enseignement dans nos sections bilingues est délivré aux élèves en langue russe, et donc le cours de littérature en français donne la priorité à la langue française, c'est évident, de même que le cours d'histoire en français. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il donne la priorité au français qu'il exclut totalement le russe, et notamment dans les premières années. Gouzel ne m'entend plus. Est-ce que les autres vous m'entendez encore? Je Gouzel, Doufa, que je salue, ne m'entend plus. Les autres, est-ce que quelqu'un peut confirmer que le son fonctionne en groupe, au moins? Ah, je vous ai peut-être complètement perdu. Ah, si, Evgenia m'entend. Merci, Evgenia. Bon, alors je poursuis. Je suis désolée, Gouzel. J'espère qu'on va vous retrouver. Euh, donc les deux langues sont importantes. Je vous le disais, nous avons décidé de permettre aux élèves dès le niveau A2 de suivre cet enseignement, qui est évidemment exigeant puisqu'il s'agit d'aborder la littérature et de le faire peut-être de manière un tout petit peu différente du cours de littérature en russe, donc de construire de nouveaux savoirs. Et donc nous avons décidé de maintenir la possibilité de recourir aux deux langues. C'est particulièrement visible dans la page de présentation de chacune des séquences, comme vous le voyez à l'écran, dans lequel vous avez une petite présentation en français et systématiquement traduite en russe, de même que les objectifs de la séquence figurent également en français et en russe, hein, de manière à permettre aux élèves d'entrer et de se familiariser avec une nouvelle terminologie. Et nous encourageons donc les pratiques qui autorisent les enseignants à recourir à la langue russe quand ils sentent que c'est nécessaire pour ne pas perdre les élèves et ne pas créer des obstacles cognitifs qui seraient finalement dommageables à l'enseignement que nous souhaitons transmettre. Donc nous ne pratiquons plus l'enseignement exclusivement en français. Nous ménageons des liens et là évidemment c'est la liberté logique de l'enseignant, selon ses élèves, selon son contexte, de choisir, de privilégier telle ou telle langue à tel moment de la leçon. De la même manière, nous avons travaillé sur l'authenticité des langues que nous employons. Donc, nous sommes un collectif franco-russe pour la préparation de ces manuels et nous avons systématiquement vérifié les textes français et les textes russes pour qu'ils soient proches possible de la langue authentique dans nos deux cultures. Donc nous n'avons pas tous les documents qui figurent, y compris ceux que nous avons rédigés, sont des documents dont nous espérons que le niveau de langue est accessible aux élèves, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une transformation spécifique pour la langue étrangère. Le troisième des grands principes que nous avons retenus, c'est celui, alors là aussi peut-être un peu contre-intuitif pour les enseignants de Russie, de privilégier non pas la dimension transmissive, c'est-à-dire que celle qui consiste à faire la leçon et à faire apprendre aux élèves les contenus de la leçon, mais plutôt une approche constructiviste, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui progressivement découvrent les savoirs à construire. Donc, je rappelle peut-être ces deux approches. Au niveau du cours, on a du côté de l'approche transmissive quelque chose qui renvoie un petit peu au cours magistral, c'est-à-dire que on commence la leçon en donnant des éléments, en donnant des définitions, en précisant des savoirs, et puis ensuite les élèves appliquent ces éléments en les retrouvant dans les exercices, dans les contrôles. C'est ce qu'on appelle l'approche transmissive. Je fais le cours et les élèves apprennent ce que je leur enseigne. Dans une perspective qu'on appelle plutôt activiste, en fait, on commence par faire des activités avec les élèves, activités qui rend actifs, ils découvrent des choses par eux-mêmes et ce n'est qu'après qu'on synthétise les savoirs construits, donc les savoirs repérés par les élèves. Cette approche peut paraître plus coûteuse en temps. C'est vrai que quand on n'a qu'une heure, en fait, un cours
par semaine, on peut être tenté de donner le plus d'informations possibles aux élèves pendant le cours en se disant qu'on gagne du temps et qu'ils n'ont plus ensuite qu'à apprendre ce cours, alors que les mettre en activité, leur permettre de découvrir par eux-mêmes les savoirs, c'est évidemment plus coûteux en temps. Néanmoins, dans le cadre de l'enseignement bilingue, puisque c'est en quelque sorte un enseignement supplémentaire que les élèves reçoivent par rapport à ce qu'ils construisent malgré tout dans le cours de littérature russe, qui est le même que pour les autres élèves, il nous a paru important de proposer cette démarche qui peut-être vous déroutera pour certains d'entre vous. Donc, les séquences, vous le verrez, sont constituées d'activités, de confrontation au texte, de questions, de travaux d'écriture, de travaux d'oral. Et ce n'est qu'à la fin de la séquence, vous voyez ici sur la moitié de la diapositive, que vous avez une petite section, et on a tenu, c'était une de nos consignes collectives, que ce savoir tienne en une page, quoi qu'il arrive. Donc, nous avons décidé à la toute fin de chacune des séquences, chacun des chapitres, de proposer une petite synthèse courte des savoirs construits tout au long de la séquence. Et puis, donc, on l'a vu, chacune des séquences apporte certains savoirs. Donc, dans la première séquence, l'humanisme est exclusivement à travers des auteurs comme Rabelais ou Montaigne, alors que la poésie de la Renaissance n'est abordée que dans la dernière séquence. Donc, à ce moment de l'année, on n'a pas encore construit tous les savoirs autour de la Renaissance. C'est l'humanisme seulement qui nous guide à ce moment-là. Néanmoins, à la toute fin du manuel, comme je vous le disais, vous avez à nouveau une partie de synthèse, alors que je vous recommande de ne pas faire lire d'emblée aux élèves en tout début d'année, mais qui en fait synthétise tout ce qui a été vu. Et vous voyez donc que dans la synthèse sur la Renaissance et l'humanisme, on trouvera non seulement des questions sur les humanistes, mais aussi, voyez, un paragraphe sur la Pléiade, la poésie de la Renaissance, qui, elle, n'aura été abordée que dans la séquence 6. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire progressivement, de ne pas mettre les élèves face à des savoirs construits d'avance, indépendamment de leur cheminement intellectuel. C'est important pour nous parce que ce qui nous paraît très important dans le cadre de l'enseignement en langue, c'est évidemment un détour, apprendre la littérature dans une langue étrangère quand on pourrait le faire en langue maternelle, c'est un détour intellectuel. Et ce qui nous paraît très important, c'est que c'est l'occasion pour les élèves de se confronter à la fabrique des savoirs. Comment construire des savoirs? Comment sait-on ce qu'on sait? C'est une démarche très importante dans l'enseignement bilingue. Les élèves ne sont pas simplement là pour apprendre des savoirs constitués, indépendamment de leur constitution, mais vraiment pour s'initier progressivement, et c'est là où notre démarche est scientifique, elle est épistémologique. Nous cherchons à permettre aux élèves de comprendre progressivement comment s'élaborent les théories scientifiques, les théories, les savoirs sur les éléments qu'ils apprennent à l'école. Donc c'est évidemment très ambitieux, ce qui explique d'ailleurs que vous le verrez en feuilletant le manuel est beaucoup moins dense qu'un manuel de littérature de 8e classe. Moi, j'ai été impressionnée de voir vos manuels russes qui contiennent un nombre de savoirs et de connaissances assez impressionnant quand on voit le temps réel imparti à cet enseignement. Nous avons essayé, et c'était un très grand travail de l'équipe, de sélectionner des savoirs relativement modestes, en laissant de côté des pans entiers, c'est-à-dire qu'on ne fera pas tous les grands auteurs français, on n'aura pas lu toutes les belles pages de la littérature française, mais en revanche, on se sera véritablement confronté à quelques textes, à quelques auteurs, pour essayer de comprendre ce qu'est l'écriture littéraire et ce que sont les études sur la littérature. Parce que véritablement, pour nous, c'est une manière d'initier les élèves, un peu, pour les préparer à l'université d'une certaine manière, d'initier les élèves aux démarches intellectuelles qu'on met en place quand on étudie un objet aussi complexe que la littérature. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le cœur des séquences. Le cœur des séquences, ce ne sont pas ces petits moments où on fixe les connaissances, ce sont bien les textes mêmes et les activités menées en classe. Je le disais en début, le quatrième des principes que nous avons retenu, c'est un principe qui vise à
faire dialoguer les cultures. C'est-à-dire que très souvent, hein, on observe que les élèves qui apprennent de manière approfondie une langue étrangère, eh bien, ont une sorte de dédoublement de la personnalité, si je puis dire ainsi, qui fait que quand ils sont en français, ils penser français, de monopoliser des références françaises, de parler de la France, de se concentrer exclusivement sur cet aspect culturel, et ils ont tendance à laisser un peu de côté ce qui fait malgré tout leur identité maternelle, leur identité personnelle, à savoir la culture russe. Et donc l'un des grands enjeux pour nous, ça a été, et c'était pour moi extrêmement riche évidemment de travailler avec vous, avec mes collègues russes ici présents qui ont participé à ce travail, de réfléchir au pont que nous pouvions tisser et de développer une approche que je qualifierais de comparatiste par rapport aux documents que nous enseignons. Donc, je vous ai mis ici deux exemples dans toujours ce premier chapitre consacré à l'humanisme de la Renaissance. Le premier chapitre, voyez, le premier exemple, c'est et bien précisément de découvrir la science littéraire hein, avec Mikhail Bakhtin. Bakhtin, c'est l'un des auteurs les plus lus en France. Il a été, vous le savez peut-être, hein, dans les années 60, il a été au cœur de ce qu'on a appelé en France la nouvelle critique, avec Julia Kristeva, avec Roland Barthes, avec Gérard Genette. Donc tous ces théoriciens de la littérature sont, avec Michael Riffater aussi, sont en quelque sorte issus de la poétique de Bakhtin. Bakhtin a été beaucoup lu, beaucoup commenté. On continue à le trouver comme référence dans la plupart des thèses soutenues en littérature en France aujourd'hui. Il est aussi à l'origine de ce que nous appelons l'intertextualité, même si ce terme n'a pas été inventé par Bakhtin. Il parlait plutôt d'intersubjectivité. Or, Bakhtin a travaillé essentiellement sur deux auteurs. En tout cas, c'est la matrice intellectuelle, hein, même s'il traite du roman, de la poésie et de l'épopée dans leur ensemble. Sa matrice intellectuelle, c'est la confrontation avec Dostoïevski d'une part et avec Rabelais de l'autre. Or, il me paraissait intéressant, non pas de faire lire Mikhail Bakhtin, qui est inaccessible évidemment à nos élèves de 8e classe, ils le liront plus tard, mais de leur faire prendre conscience que finalement l'une des grandes révolutions intellectuelles dans le domaine de l'histoire de la littérature et de l'étude du littéraire au XXe siècle, eh bien, elle vient d'un auteur russe qui a travaillé, qui a consacré une part extrêmement importante de son travail à un auteur français. Et ici, on voit bien, et c'est souvent une question, là aussi, parfois ils s'interdisent, ils se disent, mais oui, mais si moi je me consacre à un auteur français, je ne pourrais jamais en dire autant qu'un vrai français, donc pourquoi faire des études de littérature étrangère? On n'a pas grand-chose à apporter aux natifs. C'est faux, bien évidemment. Hein. Bakhtin a profondément rénové notre manière de lire François Rabelais. Et nous avons beaucoup appris en France des travaux de Mikhail Bakhtin consacrés à cet auteur. Et Mikhail Bakhtin aussi a eu besoin de se confronter à une œuvre étrangère pour revenir ensuite à ses préoccupations principales et à cette filiation de ce qu'il appelle la littérature carnavalesque du Moyen-Âge jusqu'à Dostoïevski. Donc voilà, nous consacrons une petite étude, une petite séance d'activité à cet ouvrage hein, qui figure ici pour sa couverture française, précisément. Hein, la traduction est aussi un domaine important et peut-être d'ailleurs un domaine d'emploi pour un certain nombre de vos élèves. Puisque moins on apprend le français en Russie et plus on aura besoin de traducteurs et traductrices. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les débouchés professionnels. Et nous avons choisi donc non pas de mettre un passage de Bakhtin, ça n'aurait pas eu de sens, me semble-t-il, pour nos élèves hein, qui ne peuvent pas encore comprendre les enjeux de ce travail qui est extrêmement complexe, mais un petit article qui montre la réception, hein, qui salue en fait la parution en français de cet ouvrage majeur dans les années 70. Et ce petit texte, vous voyez, donc là aussi, j'y reviendrai, mais c'est un texte documentaire. Il est signalé donc en bleu parce qu'il n'a pas été rédigé par l'équipe d'auteurs du manuel. C'est un document que nous avons. C'est un document que nous avons emprunté à son autrice, et donc il figure pour cette raison dans cet encadré bleu, donc authentique, mais qui n'est pas
de type littéraire, hein, ce qui nous permet aussi de confronter des textes littéraires et des textes non littéraires, hein, pour construire ce cours. Bonjour Louba, je suis heureuse de vous lire. J'aurais bien aimé vous voir aussi et vous entendre. Merci en tout cas pour votre intervention. Donc voilà le type, hein, de dialogue qu'on peut mettre en place. Et en face, j'ai mis une autre séance, hein, qui ne figure pas à la suite de celle-ci, mais une autre séance qui, voyez, cherche à développer le sens critique des élèves, hein. Très souvent, là, on le voit bien en histoire, ils apprennent l'histoire de la Russie d'un côté, l'histoire de la France de l'autre, mais ils sont incapables de dire, quand on leur parle justement de Rabelais, ce qui se passait en Russie à la même époque. C'est-à-dire que pour eux, les deux cours sont complètement séparés et en fait, ils n'arrivent pas à voir de manière contemporaine finalement ce qui se passe en Russie à un moment donné, ce qui se passe en France en même temps. Et c'est la question pour laquelle nous avons donc décidé de consacrer une petite séance à poser la question, et c'est une vraie question, de savoir s'il y a ce qu'on appelle une renaissance en Russie. Et en passant notamment par les arts, puisque parler de renaissance en se concentrant sur des textes littéraires, c'est évidemment extrêmement limité, hein. La renaissance est un mouvement artistique avant même d'être un mouvement littéraire. Et nous sommes passés par l'Italie parce que là aussi, cela nous paraissait, donc je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, il nous a semblé que pour cette époque, finalement, il était difficile de comprendre la Renaissance en ne pensant qu'au domaine français, hein, que bien évidemment, la Renaissance est d'abord un mouvement qui vient d'Italie, et c'est aussi le mouvement qui a remis les antiquités romaines au premier plan. Et donc, nous avons choisi un tableau de Raphaël. C'était important pour nous aussi de passer par l'Italie parce que s'il y a bien un lien et une renaissance